Vous allez faire combien de chiffre d'affaires cette année? On fait 3,5 millions. 3,5 millions en 3 ans. Troisième année comptable pleine. Une début d'année qui a commencé par un passage dans Qui veut être mon associé. On a pris le risque de, on va être bien diffusé. Donc on a mis en place tout ce qu'il fallait. On a investi tout ce qu'on avait. C'est-à-dire que le jour de la diffusion, il y a 0 sur les comptes. On a tout mis dans le stock. 3 semaines après, on est en rupture. Au mois de janvier, on fait 2000 commandes. Et février, avec l'émission, on dépasse les 20 000. On fait x10. On tourne entre 60 et 70 créas en ce moment et on est monté à beaucoup plus, autour des 100 sur l'année. On est quasiment une plateforme à 900 000 euros. On le voit avec les évolutions des algos et tout. Il y a pas trop de sujets, quoi. Maintenant, c'est full créa. Il y a la capacité à mener des concepts différents, des axes différents. Et pour ça, il faut aussi de la nouveauté en interne. Donc, il faut des offres, il faut des nouveaux produits, des nouvelles couleurs. Le plus dur, de toute façon, de l'hypercroissance, c'est la trésor. Au mois numéro 1, tu vends 1000. Au mois numéro 2, tu vends 2000. Au mois numéro 3, tu vends 3000. C'est ça l'hypercroissance. Sauf qu'au mois numéro 3, pour vendre 3000, il faut les produire au mois numéro 1. Sauf qu'au mois numéro 1, t'as vendu que 1000. Donc tu fais comment pour financer tes 3000? Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en 2 pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Comment ça s'est passé cette fin d'année pour Maju? Intense. Ouais. C'était bon. C'est un gros sujet pour nous parce que Q4 c'est paradoxalement c'est la période la plus difficile pour nous. Ouais. C'est la plus grosse pour beaucoup, mais pour nous c'est la plus compliquée parce que perte de poids, nutrition, bien-être sur une période où on a plus envie de profiter, de bien manger et de faire un peu la fête. Ouais. C'est un peu plus compliqué, donc on essaye toujours de trouver des axes et de trouver des orientations pour continuer d'avancer, quoi. Et est-ce que Maju est considéré aujourd'hui comme étant une bonne idée cadeau? C'est toute la question. En tout cas, c'est un cadeau qu'on fait à soi-même. Ouais. Pour être en bonne santé et pour avoir la pêche, ça c'est sûr. Mais on a pas mal de monde qui nous le demande et qui veulent l'offrir. Alors souvent c'est quand c'est demandé, mais ouais. Ça peut être pris différemment quand c'est pas demandé, donc faut faire attention. Yes, ok. Et je te pose une dernière question et puis après je vais te laisser présenter Maju, parce que pour les auditeurs qui vont nous écouter, ils vont peut-être se dire mais de quoi il nous parle? Qu'est-ce qu'il raconte ici. Mais est-ce que, là on est avant Noël, on est le mardi avant Noël. Noël c'est jeudi. Après jeudi, on entrera dans ce qu'on appelle en e-commerce le Q5. Cette petite période entre Noël et puis les soldes ou la rentrée. Et c'est une période où on a un petit peu plus de temps. Parfois, on a des étrennes à dépenser. Et c'est aussi le moment où on prend des bonnes résolutions. Comme tu disais, on a bien mangé, on a un peu mal au ventre, et puis on se dit ok, c'est peut-être le moment de reprendre de bonnes bases. Est-ce que pour vous, à l'inverse, cette période, elle est très importante? Ouais, c'est une période hyper importante pour nous. Tu l'as dit, les nouvelles résolutions et démarrer l'année dans de bonnes conditions. Donc c'est une période qu'il faut pas louper. Ouais. Et on a souvent envie de se remettre sur une bonne route, en tout cas sur le début d'année. Donc c'est là où on peut intervenir et c'est là où on a quelque chose à jouer. Donc on prépare en tout cas ce début d'année comme il se doit. Ouais. Yes, top. Bon allez, je vais te laisser te présenter, Julien. T'es le cofondateur de Maju, un bol, une application inventée avec ton associé qui permet de simplifier tout ce travail qu'on doit faire pour équilibrer son alimentation.
Aujourd'hui, on va parler de ton parcours parce que tu as un parcours particulièrement intéressant. Des raisons aussi qui vous ont donné envie de créer Maju. Et puis, c'est le but du podcast. Moi, je vais te poser pas mal de questions autour de votre activité e-commerce. Moi, je te suis sur LinkedIn depuis un petit moment maintenant. C'est notamment tes posts LinkedIn qui m'ont donné envie de t'inviter sur ce podcast. Vous venez avoir fait une super croissance, notamment en 2025, avec une début d'année qui a commencé par un passage dans Qui veut être ton associé. Donc moi, j'ai tout un tas de questions à te poser pour savoir comment tu pilotes tout ça. Mais avant ça, je te laisse te présenter, Julien. Ouais, quoi dire, moi c'est Julien, donc je suis CEO et cofondateur de Maju. J'ai 36 ans. Je suis le papa d'une petite fille de 2 ans et je suis originaire du sud de la France, de Béziers. Et avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu une première vie où j'étais sportif pro pendant 15 ans. Ouais. Et pendant toutes ces périodes, j'ai pu me former, continuer mes études. Et donc je suis diplômé d'école de commerce. Ouais. Et sur la fin de ma carrière, suite à des problématiques liées à la pesée des aliments, au comptage de calories qui était un enfer, je me suis dit qu'il fallait inventer quelque chose pour simplifier tout ça et proposer le rééquilibrage alimentaire le plus simple et le plus fun au monde. Ouais. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'avec mon associé et ami d'enfance et aussi diététicien, tout ça est bien trouvé. On a créé Maju. Trop bien. Donc ouais, créé par un diététicien et un ancien sportif de haut niveau, plus précisément un ancien rugbyman professionnel. Pas un petit rugbyman professionnel, t'as joué au top 14 pendant plusieurs années. Combien d'années exactement au plus haut niveau? J'ai fait 15 ans. 15 ans. Ouais. Ok, très bien. Et ça ta carrière, elle s'est arrêtée quand exactement? Il y a 3 ans, mon dernier club, c'était Agen. Ok. Et donc ça correspond au départ de Maju. T'as directement enchaîné avec Maju. Ouais, c'est ça. J'avais lancé Maju avant d'arrêter. Donc j'avais une année un peu de transition où je faisais les deux. Et puis est arrivé un moment où je prenais plus de plaisir dans l'entrepreneuriat que sur le terrain. Donc je me suis dit c'est le moment. Donc sans regret et ouais, c'était assez facile pour moi d'arrêter parce que je savais ce qui m'attendait derrière. Et j'imagine que toute la discipline que tu as dû apprendre dans ton parcours de sportif professionnel t'a énormément aidé pour lancer Maju. Ouais, clairement, il y a beaucoup de similitudes dans ces deux métiers, en tout cas dans ces deux profils. Tu l'as dit, la discipline, le travail, la résilience, c'est des points hyper importants et qui sont nécessaires dans l'entrepreneuriat, peut-être encore plus que dans le sport. Ouais. Et puis je pense que c'est encore plus nécessaire dans l'entrepreneuriat quand on lance un produit qui n'existe pas, qu'on invente et qu'on doit présenter, expliquer à son audience. Clairement, on a commencé en 2020. Ouais. Et on a lancé la commercialisation en 2022. Ok. Donc 2 ans à tout développer dans ton coin, sans trop savoir si ça va marcher, à investir beaucoup d'argent, à s'endetter. Et au bout d'un moment, on s'est dit maintenant qu'on est bien endetté, faut voir si ça marche. Ouais. Et voilà, pour faire ça, il faut quand même être assez déterminé et pas avoir peur de tomber, de se lancer. Donc ouais, c'est hyper important. Ça fait partie de mes questions que je vais te poser, l'état d'esprit du fondateur en e-commerce, parce que je pense que ça peut changer beaucoup de choses sur le rythme de croissance. Mais avant ça, pour nos auditeurs qui vont écouter ce podcast en faisant du sport ou en faisant autre chose, est-ce que tu peux nous expliquer clairement ce que vous faites avec Maju pour que tout le monde comprenne bien? Clairement, dans nous, comme je le disais en préambule, notre mission, c'est simplifier l'équilibre alimentaire et la perte de poids. Donc, on a inventé un bol compartimenté avec 3 compartiments, un pour les légumes, un pour les protéines et un pour les féculents. Chaque compartiment est réglable, donc on va augmenter ou diminuer le volume, donc la quantité. Et grâce à ce réglage-là, on va pouvoir déterminer des portions précises en fonction de l'utilisateur. Donc on a tous des besoins différents. Quand on est sédentaire ou plutôt actif ou sportif ou non sportif, plus ou moins jeune ou plus ou moins vieux, on a des apports nutritionnels différents. Et grâce à ce bol, ça va nous permettre de les quantifier de manière très simple et très ludique. Ce bol fonctionne avec une application mobile.
ce qui permet de déterminer les réglages qu'on va devoir adapter sur son bol, et tout un tas de recommandations sur le reste de la journée avec les petits déjeuners, les desserts, les collations. Il y a des recettes, il y a plein de conseils, il y a un chat avec une équipe de diététiciens. Donc tout ce qu'il faut pour mieux manger et pour atteindre son objectif, quel qu'il soit, qu'on veuille perdre du poids ou être simplement en bonne santé. Très bien. Et si je comprends bien, si moi je commence à utiliser Maju, donc je télécharge en même temps l'application, j'imagine que je dois répondre à un questionnaire qui me permet de quantifier mon nombre de calories idéales en fonction de mon activité sportive, mon âge, ma taille, etc. Et ensuite, je renseigne quel est mon objectif. Exemple, je veux perdre 2 kilos pour aller courir un marathon. Et donc là, ça me permet d'avoir des recettes bien proportionnées pour pouvoir avoir suffisamment de légumes, de pâtes, de riz et de protéines. C'est exactement ça. Dès qu'on se connecte, on a un bilan nutritionnel, donc c'est 40 questions. Donc vraiment sur tout ce que tu viens de dire, ton âge, ton poids, ta taille, ton objectif, ton activité physique, ton sommeil. Bon, on regarde tout. Et à la suite de ce questionnaire-là, on va déterminer exactement toutes les recommandations et les quantités qui sont adaptées à tes besoins. Donc comme tu le disais, quantité de féculents, quantité de légumes, quantité de protéines, tout ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre ton objectif. Et on va te donner les réglages de ton bol, donc le cran des légumes, des protéines et des féculents. Et ensuite, il te suffit de se servir dans le bol. Et quand c'est à ras-bord, c'est exactement la bonne quantité qu'il faut pour ton corps et ton objectif. Très bien. Et donc ça, c'est une technologie que vous avez brevetée, inventée? Parce que c'est pas nécessairement évident d'être sûr à ce point que, en fonction de là où je mets la réglette, je vais avoir exactement en gros, ou en tout cas plus ou moins la bonne portion d'aliments. Ouais, clairement, on a fait des études de densité alimentaire. C'est ce qui nous permet de faire ces rapprochements entre volume et quantité et calories. Le concept du bol, on l'a breveté, donc on a un brevet d'invention sur le produit qu'on a étendu à l'Europe et aux États-Unis. Donc on a cette protection-là, et en tout cas aujourd'hui, on est les seuls au monde à proposer ce produit-là pour simplifier la composition d'une assiette équilibrée et adaptée à ses besoins. Ouais, ce qui évite de sortir tous les soirs sa balance et puis c'est ça, clairement, de peser, de se prendre la tête, quoi. C'est du vécu, quoi. Donc peser chaque portion au gramme près, c'est un peu insupportable, et du coup on s'y perd au bout d'un moment. Rentrer dans une calculette à calories, tout ce qu'on mange, c'est aussi pas sympa. Donc on est parti du constat de l'assiette compartimentée que tout le monde connaît, mais qu'on a adapté au profil, quoi. L'assiette compartimentée, c'est la même pour tout le monde, et là c'est pas bon puisqu'on n'a pas tous besoin des mêmes apports. Donc on a pris une assiette compartimentée, on l'a rendue réglable pour qu'elle s'adapte au profil. Trop bien. Top. Et donc ça, une fois que vous aviez vos premières pièces du bol, on dit du Maju ou on dit du bol Maju? Ouais, le bol Maju, on dit le bol Maju. Une fois que vous avez vos premières pièces de bol, comment vous les avez vendues? Vous les avez vendues à votre cercle proche? Vous êtes directement parti sur un Shopify ou une campagne Ulule? Comment ça s'est lancé? Alors, plusieurs questions, mais non, on n'est pas parti direct sur Shopify, malheureusement. On a connu WordPress. Je vais pas me faire des amis, mais ça a été une catastrophe pour nous. WordPress. On en reparlera si tu veux. Ouais, je te poserai 2-3 questions. Donc, ce qu'on a fait, on s'est créé notre propre Ulule. On a fait une landing page où on a présenté le produit, à quoi ça servait, et un peu la propos de valeur, en disant voilà ce qu'on a inventé. On lance une précommande pour nous aider à finaliser la production. Est-ce que ça vous intéresse? C'était ça un peu le discours sur une seule page web qu'on a poussé sur un ad set avec, je me rappelle plus, mais il devait avoir 50 € de budget. Et en 3 semaines, on en vend 400. Ok. Donc sorti de nulle part, la marque pas connue et le produit qui n'existait pas tout à fait. Donc on s'est dit il y a quelque chose à faire, l'attraction est là, le produit répond à une vraie problématique. Donc on a accéléré et on est parti vraiment de zéro, quoi, sans budget on a mis 50 €. Et la semaine d'après on a mis 100, et la semaine d'après 150, et après 200. Et petit à petit on a fait évoluer les spends comme ça. Donc mais au départ pour une campagne Ulule. Pas de campagne Ulule, donc c'est vraiment directement sur votre site. Ok. Ouais, même pas une landing page qu'on a fait. Ouais. Ok. On a fait une LP qui était même, il y avait pas de site, il y avait rien, il y avait juste une page de présentation.
Ok, très bien. Et donc ça, c'était sur un WooCommerce. Ouais, c'est ça, exactement. C'était sur un Et qu'est-ce que tu as WooCommerce. regretté sur WooCommerce? Qu'est-ce que j'ai regretté? La dette technique, tout simplement. On n'est pas des développeurs. Et je pense que c'est ce qui c'est pas Shopify de WooCommerce, de WordPress, quoi. Shopify, c'est pour les marketeurs et WordPress, c'est quand t'as un peu plus de technique, quoi. Donc, pour nous, qui sommes pas des développeurs, c'était un enfer. C'était un enfer à modifier, à switcher, à faire évoluer, à rajouter des outils. On était dépendant d'un développeur qui nous mettait en place tout ça. Alors qu'avec un Shopify, on gère tout de A à Z, quoi. Ouais. En interne. Et vous êtes passé rapidement de WooCommerce à Shopify, ou vous êtes resté un petit moment à chercher à creuser, vous avez développé justement cette landing page vers un site en restant sous WooCommerce, ou ouais, on est resté sur WooCommerce pendant un petit moment, et ça fait qu'un an et demi, même pas un an et demi qu'on est sur Shopify. Ok. Donc et je connais bien WordPress, ouais. Ouais. C'est quoi les principaux changements que tu as le plus apprécié avec ce passage-là? À la fluidité du back office et de la gestion. Tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus rapide, et la stabilité aussi. Tellement stable, il y a quasiment jamais de bugs, jamais de problème. WordPress, je me rappelle, et j'avais un dev qui était peut-être pas au niveau, mais en tout cas qui était là, mais toutes les semaines il y avait un truc qui pétait, quoi. Toutes les semaines il y avait un truc qui était plus responsive, il y avait une photo qui disparaissait, enfin c'était une catastrophe. Il y avait toujours des petites surprises, des petits inattendus pour venir complexifier c'était que ça. La croissance. Alors j'ai peut-être eu une mauvaise expérience, et c'est certainement, hein, mais en tout cas sur Shopify, tout est plus simple, tout est plus fluide. Tu veux tester quelque chose, tu le testes du jour au lendemain. Sur WordPress, demande un peu plus de volume de travail opérationnel pour mettre en place les choses. En tout cas, de mon point de vue et de ma petite expérience. Ouais, c'est ça. Si tu veux, c'est pas tester, d'ajouter des vidéos sur ta page produit à côté de ton bouton ajout au panier. Sur Shopify, tu peux avoir l'idée et l'avoir mis en place avant de partir du bureau le soir. Sur WooCommerce, faut que tu commences à aller sur Malte et trouver un développeur qui va t'aider à le faire, à prendre son devis, etc. Donc on est d'accord. On est d'accord. Alors, je suis aligné avec toi. Je suis un pro Shopify, même si je sais qu'il y a des WooCommerce qui fonctionnent trop bien. On a quelques clients qui sont de bons exemples, mais moi le premier, j'adore Shopify. Je suis un fan de Shopify. Si on revient un petit peu en arrière, avant justement cette migration sur Shopify, donc vous lancez vos premières campagnes, vous sentez tout de suite une traction, donc vous commencez à investir de plus en plus. Ça, pour remettre un petit peu de contexte et dater tout ça, ça a été à peu près à quelle période? Quand on lance, pardon, excuse-moi, j'ai pas. Ouais, quand vous lancez vos premières campagnes et que vous tentez justement à faire 100, 200, 300, 400 ventes par mois. Donc ça, c'est septembre 2019. Ok. Et lancement officiel, c'est janvier non, pardon, je dis une connerie. Janvier 2022, c'est le lancement officiel, donc c'est septembre 2021. Okay. Je suis pas très bon dans les dates. T'inquiète. Très bien. Et donc, est-ce que dès le moment où vous commencez à avoir des premières commandes, toi, tu identifies un profil type, un persona de personnes qui achètent du Magio? Est-ce que c'est des sportifs? Est-ce que à l'inverse, pas nécessairement des personnes, enfin c'est peut-être des personnes un peu sédentaires, etc., qui se posent des questions? Est-ce que tu arrives justement à trouver des pain points, des angles, des personas de ton côté? Oui, clairement, on l'avait identifié même avant le lancement. Nous, ce qu'on voulait faire, en tout cas moi, je voulais faire une marque, mais pas pour les sportifs. Je voulais me détacher de cette image et de ce monde-là. Donc j'avais envie de toucher le commun des mortels, on va dire. Et au début, le persona, c'était la jeune femme d'une quarantaine d'années qui souhaite perdre quelques kilos, souvent en postpartum. C'est ce qu'on a ciblé au début. Pour percer le marché, ça nous a semblé être le plus simple, parce qu'en général, ce profil-là a déjà pesé les aliments, déjà compté les calories. Donc notre discours allait lui parler plus qu'un autre.
Et c'est toujours le persona numéro 1 aujourd'hui, Okay. même si on a décliné des gammes où on essaye de cibler d'autres profils. Okay. Notre concept, il s'adapte vraiment à tout le monde. C'est un avantage, mais c'est un inconvénient parce qu'aussi t'as tendance à t'éparpiller, à vouloir toucher tout le monde. Ouais. Mais c'est pas trop le but. Donc on fait petit à petit en développement des gammes spécifiques pour chacun des personnages, chacun des profils. Et pour que ce soit bien clair, est-ce que tu peux nous donner un exemple justement d'une gamme que vous avez développée? Qu'est-ce que vous avez changé dans cette gamme-là et à quel personnage elle s'adresse? Là, on est en train de lancer une gamme pour les sportifs. Ouais. Donc les sportifs qui ont 35 ans en moyenne, qui préparent un marathon, un Aerox, un trail. Voilà, c'est ce profil-là qui va un peu à la muscu, qui fait un peu du crossfit. Voilà, c'est le profil. Et donc pour lui, on lui propose une solution donc pour bien manger, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs sereinement, donc objectifs sportifs. Ouais. Et en plus de ça, on va lui donner du conseil pour tout ce qui est sur l'approche de la compétition, comment gérer la compète, comment bien se nourrir, bien s'hydrater avant, pendant et après une épreuve sportive. Donc voilà, tout ce conseil personnalisé qu'on va pouvoir donner en plus de la personne qui fait pas de sport. Très bien, top. Je vais avoir une question qui va plutôt tourner autour du fait de expliquer votre produit, parce que c'est un produit qui n'existait pas avant que vous l'inventiez. Donc, quand vous le mettez en avant sur une publicité sur Meta, potentiellement, on ne sait pas à quoi ça correspond. Peut-être qu'il n'y a pas nécessairement non plus un volume de recherche très conséquent sur Google qui fait que c'est pas votre premier levier. Quels ont été justement les premiers arbitrages que vous avez fait déjà au niveau de des leviers publicitaires à utiliser et comment vous avez fait pour pouvoir expliquer ce produit et éduquer autour de votre mission? Déjà c'est notre plus gros chantier en tout cas, c'est expliquer ce qu'on fait et comment ça marche, même encore aujourd'hui où on teste de nouvelles choses. Okay. Surtout comme tu disais, quand c'est quelque chose qui n'existe pas, même si ça paraît simple, c'est très difficile de se projeter sur quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Donc voilà, il y a un gros travail d'éducation à faire, et l'éducation ça coûte cher. Ouais. Mais on a la chance aussi que le bol, il est visuellement, c'est un hook à lui tout seul. Donc du coup on a réussi à intéresser aussi les gens par rapport aux produits, à ces réglettes qu'on va pouvoir bouger, régler, au remplissage de bol avec les numéros. Bref, visuellement il a quelque chose qui est positif en tout cas pour interpeller les gens. Ouais. Et je le disais tout à l'heure, quand les gens ils ont pesé les aliments ou ils ont compté les calories, le fait de leur dire que ça supprime ces actions-là, ça nourrit un côté émotionnel chez les gens et de suite on se projette. Donc c'est ce qui nous a semblé être le plus pertinent et c'est vraiment la phrase qui vient toucher en tout cas les profils intéressés. Donc se composer une assiette équilibrée et adaptée à ses besoins sans peser les aliments, sans compter les calories, c'est ce qui aujourd'hui parle le plus aux gens. Ok. Et donc vous avez identifié assez rapidement que le fait de zoomer sur le bol, de jouer avec, etc. Ça, c'était quelque chose qui attirait directement l'attention, la curiosité sur Facebook, sur Insta. Ouais, on teste beaucoup de choses sur tous les réseaux sociaux et des fois on peut faire des vidéos avec du fast cam, avec du storytelling, avec du montage. Et face à ça, on a une vidéo avec un remplissage de bol sans parole, sans personne, sans rien. Tu peux être sûr que c'est le remplissage de bol qui a les meilleurs résultats. Et tant mieux d'ailleurs. mais ouais, à lui tout seul, c'est l'avantage qu'on a. Ouais. De suite, il y a beaucoup de traction en tout cas et d'intérêt. Très bien. Et donc là, tu parles de contenu. Aujourd'hui, le contenu, vous le produisez avec une agence ou vous le produisez principalement en interne? On a les trois, c'est-à-dire qu'on a en interne, on a un pôle où on crée beaucoup de contenu en interne, divers et variés, en fonction des sorties produits, de la saisonnalité et du besoin. On a une agence media buying paid qui s'occupe aussi de nous créer du contenu. Ouais. Et on a des externes qui aussi nous créent du contenu. Donc voilà, on a trois piliers aujourd'hui
parce que tu le sais, il y a un certain volume aussi à respecter si on veut grandir et scaler. Donc il n'y a pas le choix que de créer. Encore plus pour nous, on délivre quand même du conseil sur la santé, la nutrition. Il faut que ce soit hyper qualitatif et voilà, c'est très important pour nous. C'est bien de vendre, mais il y a un côté éducatif, notoriété, apprentissage qui est hyper important pour nous. Ouais. Je vais revenir justement sur ce côté éducatif. Tu disais notamment tout à l'heure que l'éducation ça coûte cher. Avant ça, combien de créas vous arrivez à sortir en moyenne par mois? Là, je crois qu'on tourne entre 60 et 70 créas. Okay. En ce moment, et on est monté à beaucoup plus autour des 100. Super intéressant. Et vous avez à peu près quel niveau de budget en face pour diffuser ces créas? Sur l'année, on est quasiment sous plateforme à 900 000 euros. Ok. Annuel. Très bien. Donc, ce qui fait un bon 70 000 euros par mois d'investissement ads, j'imagine, répartis en fonction de la saisonnalité. C'est ça, sachant qu'on a eu le gros pic pendant l'émission, évidemment, de nos associés cette année. Yes. Mais oui, lycée sur l'année, c'est ça. Et quand vous sortez sans publicité sur le même mois, vous en gardez combien à la fin? Combien sont jugés comme étant des publicités performantes? C'est difficile, ça varie tellement parce que c'est tellement corrélé aussi aux offres que tu as, aux promos, mais je sais pas, le ratio, faut en sortir, je sais pas, 10 pour en avoir 2 de bien. Ouais. Mais c'est ce que tu dirais? Ouais, c'est ce que je dirais aussi. C'est vers là où je voulais t'amener, parce que aujourd'hui on parle beaucoup de la créa comme étant le levier principal en social ads. C'est une vérité. Pourtant, on a encore beaucoup d'annonceurs qui se contentent de sortir 3, 4, 5 publicités par mois uniquement, où on peut leur conseiller de leur dire si vous faites 10 fois plus, vous aurez certainement 10 fois plus de chances d'aller identifier de publicités qui fonctionnent vraiment. Ouais. Et que pourquoi il faut sortir ce ratio-là, c'est parce qu'aujourd'hui, les règles du jeu font que pour trouver un contenu gagnant, il faut en jeter 5 à 10 à la poubelle à côté. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ton exemple, je le trouve super intéressant parce que t'as plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, mais t'as pas que cet investissement-là, t'as aussi les efforts en créa qui sont faits de l'autre côté, et ça, c'est super intelligent et exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir scaler des investissements. Tout part de là, de toute façon, et puis on le voit avec les évolutions des algos et tout, il y a pas trop de sujets, quoi. Maintenant, c'est full créa, le pilotage derrière se fait tout seul, presque. Ouais. La capacité à mener des concepts différents, des axes différents, et pour ça, il faut aussi de la nouveauté en interne. Donc, il faut des offres, il faut des nouveaux produits, des nouvelles couleurs, des nouveaux axes, des nouvelles cibles. Et c'est la difficulté aussi, c'est lié à ça. C'est qu'au bout d'un moment, à force de raconter la même histoire, ça commence à être difficile. Donc, il faut aussi se renouveler, et ça te force à renouveler, en tout cas, je pense, les marques, les produits, les cibles. Ouais. C'est obligatoire. Et aujourd'hui, justement, vos cibles, vous les adressez directement dans les publicités. Exemple, tu veux cibler un trentenaire qui commence à faire de l'aérox, tu vas le mettre directement en avant dans ta publicité versus une femme en postpartum qui cherche à perdre quelques kilos. Ouais, clairement. À chaque fois, on réfléchit comme ça. En tout cas, alors des fois, ça peut on fait des pubs full public et très haut de funnel. Qui va parler à tout le monde, qui est sur de la notoriété, qui est sur du storytelling, qui est, tu vois, où on ne cherche pas à cibler une personne en particulier. Mais après, à contrario, on fait du contenu ultra ciblé, où on va parler de la femme enceinte, on va parler du sportif, on va parler de la femme qui a la ménopause, on va parler du diabétique, où là, on a vraiment un partage d'expérience ou un conseil d'un diététicien, on va vraiment exposer le problème de la cible. Et derrière, en faisant une traduction vers le produit, le concept ou le pack spécifique, et on va même faire une LP sur le site où on va, pareil, toute la gamme sera sur cette LP là. Super. Avec tout le wording, les photos, la DA, les couleurs adaptées à la cible. Très bien. Et quand tu disais tout à l'heure que l'éducation ça coûte cher, est-ce que c'est justement à ça que tu fais référence, au fait d'aller développer toutes ces publicités, mettre l'énergie dedans et ensuite construire aussi les landing pages et tout ce que ça englobe? Oui, mais aussi
quand tu dois éduquer ton client, ton cycle de vente est forcément plus long. Ouais. Et par conséquent, si c'est plus long, c'est un peu plus cher. Ouais. Nous, on a à peu près 3 groupes. 33% des gens qui vont acheter aujourd'hui m'ont connu il y a 2 mois. 33% des gens qui vont acheter aujourd'hui m'ont connu il y a 2 mois. Et 33% m'ont connu cette semaine. Ok. Tu vois, il y a 3, voilà. Mais j'ai quand même 33% qui m'ont connu à 2 mois. Pendant 2 mois, je leur shoote des pubs et ils m'achètent que 2 mois après. Ouais. Donc, tu vois, le cycle de vente, il est plus long. Donc, forcément, le plus cher. L'idée, c'est de réduire ça aussi, quoi. Super intéressant. Comment tu sais ça, d'ailleurs? Est-ce que tu as mis en place un questionnaire post-achat? Ouais, mais on a fait pas mal d'études aussi sur les différents outils qui sont Meta ou chez A4, tout ce qu'on peut retrouver sur tout le trafic. Et on suit ça de près, mais non, on n'a pas de déclaratif encore avec les questionnaires. On est en train de le mettre en place justement post-achat pour avoir des indications. Après aussi, juste on a la chance, nous, d'avoir un chat avec les diététiciens. Donc on est en contact avec tous nos clients. Et c'est vrai qu'il y a une routine avec nos diètes où on va leur poser quelques questions sur quand c'est qu'ils nous ont connus, pourquoi ils nous ont acheté, pourquoi ils ont mis du temps à nous acheter. Donc à chaque fois, je demande à mes diètes de leur poser quelques questions sur l'expérience d'achat et sur le produit pour améliorer tout ce cycle-là. Donc on a beaucoup de déclaratifs de cette manière. Ok, top. Non, c'est très important pour nous. Ça doit énormément t'aider à prendre des bonnes décisions en termes d'investissement. Parce que si tu as besoin de patience pour pouvoir qu'un client qui te découvre devienne ton client, ça veut dire que tu as aussi besoin de patience quand tu lances des campagnes de publicité et que tu peux pas nécessairement te cantonner à y regarder une colonne ROAS dans un ads manager, sinon tu prends potentiellement des mauvaises décisions. Ouais, clairement, c'est pour ça qu'il faut sortir un peu des fois des chiffres et de tous ces KPIs où des fois on peut leur faire dire un peu tout et n'importe quoi. Et il y a aussi dans la nutrition, il y a un truc important, c'est que il faut attendre que les gens soient prêts. Ça veut dire que tu crois au produit, tu as envie de l'acheter, tu sais que c'est le produit qu'il te faut, mais je suis pas prêt à me lancer. Ouais. C'est comme arrêter de fumer. Tu as envie d'arrêter de fumer, mais pas maintenant. Je vais arrêter telle date. Tu vois, il y a ce truc aussi où tu te fixes un objectif et ça, tu le maîtrises pas. Ouais. Tu sais pas. Mais je vois exactement ce que tu veux dire, parce que moi je suis pas encore client Maju, mais je pense que je vais le devenir prochainement en préparant justement notre podcast. Je me suis dit mais c'est super, je pense exactement ce qu'il me faut. Mais c'est vrai que je sais pas, j'attends cette entre-deux fêtes. Le début du mois de janvier pour pouvoir faire cet achat et commencer mon année avec ce nouveau bol qui me permettra d'être aligné avec mes bonnes résolutions. Mais c'est un comportement normal et c'est légitime et c'est ce qui revient souvent aussi dans les échanges avec nos diètes, c'est pourquoi vous commencez maintenant. J'étais pas prêt quoi. Je me sentais pas prête. Ouais. Donc voilà, et après bon, il faut réussir à dompter ce truc-là, l'accepter et être patient. C'est important. Mais c'est un cas de figure, c'est un retour qui est très mature parce que il n'est pas nécessairement que lié à votre catégorie de produits. Ça peut être le cas aussi chez une marque de sneakers. Je peux découvrir aujourd'hui une marque de sneakers, mais j'en ai acheté une nouvelle paire il y a 15 jours. Du coup, c'est pas le moment pour moi de le lâcher, mais elle me plaît. Et peut-être que cet été, au printemps, quand j'achèterai une nouvelle paire, je me dirigerai directement vers celle-ci. Et en fait, c'est mon achat média d'il y a plusieurs mois qui aura contribué à la vente. Clairement. Et ça s'amplifie avec ce truc émotionnel où ça demande un effort personnel parce que quand tu veux arrêter de fumer, tu sais que tu vas souffrir. Ouais. Donc, il y a ce truc de souffrance qui rentre en jeu. Quand tu veux perdre du poids, tu sais que quand même tu vas souffrir parce qu'il faut manger moins de sucre, forcément, c'est mathématique. Ouais. Donc, tu as ce truc un peu de souffrance où tu as besoin d'être prêt mentalement pour commencer. Ouais. Et c'est avec le sport, c'est pareil. Tu veux t'inscrire à la salle, mais t'attends d'être prêt parce qu'il faut que tu sois prêt à souffrir. Sinon, tu vois, c'est pas comme un truc où c'est full plaisir. Ouais. Bref, c'est petit, on arrête, mais je pourrais en parler pendant des heures. Comportement humain. Ouais, mais en fait, c'est super intéressant parce que c'est tout ce que tu es en train de dire là. Du coup, quand tu regardes tes chiffres,
tu le fais avec ce prisme-là et pas avec le prisme Exactement. Tout bête de une colonne ROAS en masse de manager identique d'une marque à une autre. Et donc j'imagine c'est ce qui te permet au fur et à mesure de prendre les bonnes décisions. Clairement, typiquement décembre, c'est le pire mois pour nous parce que en décembre, tu penses à manger, à kiffer, à faire la fête, à voir ta famille. Donc c'est pas à ce moment-là que tu as envie de faire attention et c'est ok. Et surtout que dans ta tête, tu te dis c'est bon, en janvier je me remets. Donc décembre, c'est compliqué. Donc si tu regardes tes KPI au daily, tu te dis j'arrête de spend parce que ça marche pas bien. Ouais. Mais si tu sais qu'en janvier c'est ta plus grosse période, tu te dis non. J'arrête pas parce qu'il me faut rentrer du monde dans l'entonnoir parce que je sais qu'en janvier je vais les convertir, tu vois. Donc il faut avoir cette vision un peu plus long terme que journalière ou tu vois au mois quoi. Et du coup pour avoir cette vision et ces chiffres, cette analyse, comment t'es organisé aujourd'hui? On a tout qui remonte dans un data studio. Ok. Réparti par canal. Ouais. Et on a toutes les stats qui remontent sur tous les jours. Et toi, c'est quoi le ou les 2-3 indicateurs que tu regardes en premier? Les coûts d'acquisition sont quand même hyper importants. Ouais. Le COS et le ROS aussi, comme tu disais, voir un peu la performance et de voir où tu te situes en fonction de tes investissements. Et le COS aussi, c'est important, voir à combien tu dépenses en rapport à ton chiffre d'affaires. C'est important, sachant qu'il faut aussi, tu vois, selon moi, séparer le cost de tes tests. Ouais. T'as un cost qui prend tout en commun, donc tous tes assets, et il y a un cost qui est que performance où tu sors de ce cost-là les assets destinés au test. Ouais. Et oui, parce que ça, si tu inclus les tests, tu peux potentiellement te faire peur et arrêter les tests du jour au lendemain. Exactement. Et du coup, ne jamais rien tester. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut séparer les deux, avoir une vision sur les deux. Pas rester à l'aveugle non plus parce que les tests, à force de tester aussi, c'est du cash qui sort, donc faut quand même le surveiller. Ouais. Mais d'avoir ces deux visions, à mon avis, c'est bien. Mais on recherche toujours une nouvelle façon de piloter, une meilleure façon de piloter. Tu vois, c'est pas de l'acquis, quoi. On se dit pas c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on pense que c'est la meilleure façon, mais il doit y avoir encore mieux pour piloter, c'est sûr. Et on apprend petit à petit. Ouais. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les bonnes façons de faire, c'est plutôt un cumul de différentes manières qu'on va combiner et chercher d'équilibrer la vision intra-plateforme, une vision un peu plus macro, comme tu disais, avec le COS et le CAC. Tu peux ajouter le CAC déclaratif. Puis il va y avoir aussi une question un peu de gut feeling. Est-ce que je sens que c'est le moment? Est-ce qu'il y a une traction, etc. Et savoir se faire confiance. Très important. Très, très important, ce truc-là. C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa marque, bien connaître ses clients, être très proche de la réalité sur le terrain pour ressentir ce truc-là, à mon avis. Et toi, justement, t'es proche du terrain, t'échanges régulièrement avec des clients, tu les appelles, tu leur poses des questions? Oui, je suis très proche. Je le suis de moins en moins, évidemment, mais j'ai délégué pas mal cette partie-là. Mais oui, pendant de nombreux mois, j'ai appelé 100% des clients. Ok. 100% des clients? 100%. Ok. Et tu leur posais quoi comme question? Qu'est-ce que vous pensez du concept? Est-ce que vous l'utilisez? Les freins? Pourquoi vous achetez? Pourquoi vous avez mis du temps? Enfin, toutes les questions qu'on a déjà évoquées, mais tout ce qui pouvait me permettre à améliorer le concept. Okay. Tout simplement. Mais ouais, j'appelais 100%. Ok. Et du coup, toi, ça t'a permis derrière de injecter du knowledge client dans tes ads, dans ton e-shop, dans ton produit. Exactement. C'est direct. J'ai amélioré à chaque fois la pertinence. Quand il manquait des infos, je la rajoutais sur la notice. Quand il y avait le prix, enfin tout a été fait pour en fonction de ces retours-là. Ouais. Et puis aussi en tant qu'utilisateur, parce que moi, je suis aussi un utilisateur. Je me suis vraiment mis à la place des utilisateurs. Je gère les courses, la cuisine. Je fais mes bols. Voilà, il y a personne qui les fait pour moi. Donc, je sais ce que c'est que de faire les courses, que de suivre les recettes, que de suivre des menus, que de suivre des recommandations. Je sais ce que c'est. Avec une vie de famille, avec un enfant. Voilà, je vois les souffrances où elles sont parce que je les vis. Ouais.
Tu vois. Et ça, c'est hyper important aussi. Ouais. À mon Ça avis. contribue à nourrir ce gut feeling que tu vas Ouais. avoir ensuite. Si t'es trop détaché, c'est impossible de bien ressentir les choses. Pour moi. Après, il y a un truc émotionnel où, tu vois, comme c'est ton bébé, t'as tendance à le surprotéger. Ouais. Et ça, faut s'en sortir un peu. Au contraire, essayer de lever la tête sur ça en se disant, ouais, c'est mon bébé, ok, mais il est pas encore génial, quoi. Donc, c'est pas grave s'il est pas parfait. Ouais. Tu vois, souvent, t'as tendance à te dire, ouais, c'est mon bébé, donc je veux pas trop le toucher, fais attention, je le protège. Il faut pas le faire, ça. Faut s'en sortir. Mais c'est difficile, facile à dire. Ouais. Ouais. Faut essayer. Il y a plein de bonnes pratiques que tu nous donnes là sur le pilotage d'une marque e-commerce, le fait de produire plus de créa, de regarder les bons indicateurs, de savoir les analyser avec le bon prisme du parcours d'achat. Mais appeler 100% de ses clients pendant des mois au lancement J'ai fait de son 2 ans, produit, je pense. ça c'est assez rare. Pendant 2 ans, tu l'as fait? Je pense, j'ai fait 2 ans, ouais. Ok. Ouais. Je pense que ça te donne une connaissance de ton marché Ah que oui. t'aurais jamais pu avoir ailleurs. Non, et puis aujourd'hui, enfin que là, on est en train de sortir une nouvelle version de l'application. Ouais. Là, qui a été faite, c'est une application assez simple où on a envie de lancer de nouvelles fonctionnalités. Donc, on est en train de faire un gros switch avec une grosse app qui va être géniale. Et du coup, moi là, quand je fais le cahier des charges et que je développe les fonctionnalités, mon vécu et le fait d'avoir utilisé les applications, les autres applis tous les jours, tout le temps, pendant des mois et des mois, ça me met, je suis en avance, quoi. Je sais ce que font les autres, je sais ce qui marche, je sais ce qui est chiant chez les autres, parce que je l'ai vécu et parce que aussi je l'entends chez les gens. Mais c'est pas juste une étude de marché où on me raconte. Non, je vis les choses. Et ça aussi, c'est hyper important. À mon avis. Ouais, non, effectivement, je pense que, en fait, c'est hyper important pour ton produit, mais aussi pour quand tu vas te mettre autour de la table avec ton équipe marketing, savoir sur quel angle vous allez appuyer dans votre prochaine campagne, sur quel test tu vas faire avec ton agence CRO. Ça te permet de savoir en partant du persona, du client. On a enregistré un épisode de podcast il y a pas longtemps avec les 2 cofondateurs d'une marque qui s'appelle Lily Skin. Et je pense que la bonne pratique dans tout ce qu'on fait dans nos métiers, c'est de partir du client pour pouvoir ensuite mettre en place des actions. Mais le faire dans un autre sens. Alors, il y a des choses qui peuvent fonctionner, mais souvent, en fait, finalement, le chemin le plus court, c'est de partir de son persona, de ses problèmes, de ce que lui va penser. Ouais, clairement. C'est hyper important. Top. Vous allez faire combien de chiffre d'affaires cette année? On fait 3,5 millions. 3,5 millions en un peu plus de 3 ans, ouais. Ouais, c'est ça. C'est la 3e année comptable pleine. Ouais. C'est beau, félicitations. C'est une belle croissance. Je te poserai ensuite des questions sur ta croissance, comment tu la pilotes, qu'est-ce que ça implique de ton côté en termes de management, que ce soit de tes équipes et de l'opérationnel. Mais avant, je voudrais parler de une actualité qui vous a peut-être permis de franchir un step aussi cette année. C'est votre passage dans Qui veut être mon associé, qui était en janvier, février, j'imagine, de cette année. Ouais, février, c'était vrai. Ouais. Donc ça, c'est toi qui as fait la démarche de passer dans cette émission-là? Non, c'est la prod qui nous a contactés. Ok. Qui nous a contactés et qui nous a demandé si on était intéressé pour passer dans l'émission. Ok. Donc on a dit oui. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement pour nous. Donc on a eu quand même de la chance d'être contactés et d'être pris, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est top. J'entends souvent parler de marques qui passent, qui ont plutôt candidaté, qui se sont fait contacter. On a quand même dû envoyer une vidéo pour la chaîne M6 pour valider la participation. Donc on a quand même passé quelques étapes, mais je pense un peu plus allégé que ceux qui candidatent de façon plus organique, quoi. Ouais. Ouais, nous on a eu cette chance d'être appelés. Et alors, pour être tout à fait transparent avec toi, j'ai pas nécessairement regardé ce passage-là. Comment ça s'est passé votre passage? Écoute, le passage, il s'est très très bien passé. Ils ont de suite compris l'intérêt, le concept et le modèle, donc c'était génial. Et on a eu 4 propositions à la fin. Ouais. Donc on est allé sur le plateau pour rechercher 200 000 euros. Ouais. Pour 10%.
Donc c'est une valeur de 2 millions, c'était ça. Et on a eu proposition de Kelly Massol, d'Alice, d'Anthony Bourbon et de Julian Jacob. Ok, très bien. Et du coup, vous en avez accepté une ou vous avez fait le choix de pas nécessairement y aller? Donc Julian Jacob et Anthony Bourbon se sont associés pour mettre 100 chacun et rentrer à 2. Et au dernier moment, ça s'est pas fait avec Julian et on a que Anthony aujourd'hui au board qui est rentré dans le capital et qui nous accompagne dans cette croissance. Très bien, top. Et d'un point de vue e-commerce, comment vous vous étiez préparé à ce passage-là? Ouais, c'était difficile. On a enregistré en octobre de l'année d'avant. Ouais. Donc l'enregistrement s'était très bien passé. Mais par contre, tu n'es jamais sûr d'être diffusé. Et la prod te le dit et la chaîne, elle te dit bon ben c'est cool, c'est dans la boîte, mais je sais pas si tu seras diffusé. Ça c'est ça la difficulté. Puis c'est pas la même chose si t'es diffusé dans les premiers passages que si t'es diffusé dans l'émission, la seconde émission qui passe à 23h30. C'est ça, c'est que t'es diffusé, mais est-ce que t'es diffusé à quelle heure? Bon bref, il y a tellement de possibilités. Sauf que toi, nous on fabrique notre propre produit. Donc il faut prendre un risque. Et puis moi mes bols, je les fabrique pas en 2 jours. Ouais. Donc voilà, c'est des risques à prendre. Et nous, on a pris le risque de on va être bien diffusé. Ouais. Et on va mettre toutes les chances de notre côté pour recevoir en tout cas tout ce monde. Donc on a mis en place tout ce qu'il fallait. Ouais. On a investi tout ce qu'on avait. Ok. C'est-à-dire que le jour de la diffusion, il y a 0 sur les comptes. Ok. 0, 0, 0. Il y a plus rien. Ok. Parce que on a tout mis dans le stock. Et ce qui n'a pas empêché 3 semaines après, on est en rupture. Waouh. Donc ouais, c'était compliqué. Ouais. Donc là, toi, t'es je crois que ça passe le mercredi ou le jeudi soir. T'es devant ta télé. Tu sais même pas trop peut-être à quelle heure tu vas passer. T'es au courant une semaine avant. Okay, une semaine avant. Ouais. T'as la prod qui t'appelle et qui te dit tu passes mercredi prochain. Ok. Voilà. Mais tu sais pas à quelle heure. Tu sais pas à quelle heure. Ouais. Donc t'es là, t'attends et tu dis ok, c'est là, c'est un peu tout se joue maintenant. Les stocks sont pleins, le compte est à plat. Faut que ça marche maintenant, quoi. Ouais, faut que ça marche. Le pire, c'est qu'ils te diffusent pas. S'ils te diffusent pas pour te relever de ça, c'est costaud. Ouais. Mais bref, on a eu du cul. On est passé en plus à 21h15. On était les premiers, je crois. Ouais. Donc au bon moment. Et ça a été assez incroyable. Quelques chiffres. Au mois de janvier, on fait 2000 commandes. Ok. Au mois de janvier. Et février, avec l'émission, on dépasse les 20 000. Waouh. On fait x10. Ok. Et donc là, en 3 semaines, tout le stock que t'avais avancé était écoulé. Tout le stock est écoulé, rupture sur tous les accessoires, explosion du SAV, tout a explosé, tout, la logistique. Franchement, c'était tellement intense, génial évidemment. Encore une fois, c'est des bons problèmes. Hein. Mais ouais, c'était hyper stressant. Moi, j'ai complètement sous-estimé le SAV. Ouais. Mais on recevait 350 tickets par jour. Ok. Pendant les 3 semaines là du rush. Ouais. Où on a pris c'était catastrophique quoi. Pour répondre à tout le monde. Alors c'est du SAV classique. Hein. Où est ma commande? Est-ce que je peux commander? J'habite ici. Tu vois, du vrai SAV classique. Ouais. Et explosion complète. Et du coup, comment t'avais aussi anticipé justement cette après d'un point de vue management? Est-ce que t'avais étoffé davantage tes équipes, pris des freelances pour t'épauler, etc. Ouais. J'avais pris une équipe externe pour cette partie SAV, mais qui n'a pas suffi quoi. On a eu beaucoup de retard de réponse en tout cas, ce qui a suscité quand même pas mal de retours négatifs par rapport à ça. Mais on a clairement été submergé par le volume quoi. Ouais. Donc mais après sinon pour tout le reste ça allait à peu près. Il y a eu un petit peu de retard de livraison quand on a eu la rupture et qu'il a fallu faire les rappros.
mais le moule qui nous permet de fabriquer le bol, qui nous appartient et qui est à nous, qu'on a développé, tournait 7 jours sur 7 et H24. Ouais. Donc on pouvait pas produire plus, quoi. Il tournait en permanence. Ouais. Pendant 3-4 mois. Ok, top. Et donc là, ces 20 000 commandes en février, est-ce que ça c'est bon, j'imagine qu'en mars, vous avez eu une baisse naturelle parce que vous pouviez pas nécessairement maintenir ce pic-là. Mais est-ce que vous avez réussi quand même à surfer sur cette vague et est-ce que vous surfez encore sur cette vague de votre passage dans Qui veut être mon associé? Ouais, bah forcément le pic, tu le redescends un petit peu évidemment, mais le but c'est de mettre en place tout ce qu'il faut dans tes stratégies marketing digital pour surfer le plus loin possible et se servir de ce tremplin pour rester en tout cas sur un standard beaucoup plus élevé. Et là, on est pour cette fête d'année à x3 par rapport à N-1. Ok. En termes de chiffres, donc on a quand même pris un certain palier. Je crois que sur le mois d'août, oui, c'est ce mois d'août-là, on fait record de CA sur le mois. Ouais. Alors qu'on est quand même assez loin de l'émission, tu vois. Ouais. Et question, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe de Maju? On est 6 en interne. Ok. À 100%. Ouais. En CDI. Et après, on a pas mal de free. Qui sont là plusieurs jours par semaine pour nous épauler sur différents contenus, que ce soit sur de la diète, sur les graphistes, sur un peu tout. Ok. Et sur la partie marketing, e-commerce, communication, donc j'imagine qu'il y a toi. Est-ce que tu as un head of e-com, un directeur marketing qui t'épaule? Ouais, j'ai 2 personnes, Anthony et Emma. Okay. On est tous les 3 vraiment sur le pôle marketing. Après, on a Camille qui est notre artiste graphiste qui met en lumière toutes nos idées farfelues. Et après, on a des agences qui nous accompagnent aussi dans l'expertise plus profonde. Mais ça, ouais, c'est notre équipe en interne qui gère tout marketing, e-commerce et communication. Yes. Top. Sur les leviers que vous activez justement pour scaler votre e-commerce, est-ce que vous travaillez avec j'imagine que vous travaillez effectivement avec une agence sur la partie ads, mais est-ce que vous avez une agence qui vous aide sur la partie influenceur, ambassadeur, ou le CRO, l'emailing, etc.? Ouais, CRO, ouais, on bosse avec une agence CRO avec qui on fait beaucoup d'A/B tests sur un peu tout ce qu'il y a à tester sur le site, toutes les nouveautés. Ok, qui s'appelle comment? The Deployer. Ok, avec Thomas Giraud. Exactement. On bosse avec eux depuis 1 an, je pense à peu près. Oui, ouais. Ça doit être ça, 1 an. Et avec qui ça se passe bien. Où chaque mois, on va tester tout un tas de choses sur le tunnel d'achat ou pas d'ailleurs. Ou quand là, on va sortir des nouveaux produits, comment on fait en sorte qu'ils puissent être bien présentés, quoi, tout simplement. Ouais. Très important de faire ce travail-là. Et après, sur la partie influence, qu'on a un peu délaissé ces derniers temps, on s'y est pas trop mis dessus, on en a fait un tout petit peu. Là, on la relance depuis quelques mois, on a refait une stratégie en interne où on fait un peu d'influence avec des ambassadeurs qu'on essaye d'intéresser à la performance aussi. Parce qu'on cherche à faire beaucoup de qualité et moins de quantité, quoi. Ok. Top. Et pour revenir sur la partie CRO, est-ce que tu as en tête un ou plusieurs tests que vous avez fait qui ont été vraiment game changer, qui ont mis en avance des évidences, des bons en avant dans votre taux de conversion? C'est pas le truc vraiment qui a doublé les ventes malheureusement. J'espère que ça sera celui de demain, le projet. Non. Qu'est-ce qu'on avait fait? Un truc. Non, j'ai rien qui me vient. Pour l'instant, il n'y a pas eu un truc vraiment qui a tout changé. Ouais. C'est des petites améliorations qui font de l'incrémental petit à petit. C'est ça, exactement. À force d'efforts et maintenant. Mais c'est aussi intéressant à voir parce que alors, on attend souvent effectivement quand on fait des tests en CRO de voir
un avant-après flagrant. C'était un peu ma question était un peu biaisée. Je m'attendais à cette réponse-là. Souvent, c'est comme pour les ads, ça nécessite un vrai travail de fond. Il n'y a pas de magie, il y a simplement du temps de travail et de la patience. Exactement. Et puis tous les produits sont différents, toutes les expériences sont différentes, on réagit pas de la même manière. Mais rien que parce que des fois tu mets un bouton noir à la place qu'il soit jaune, ça te fait prendre 0,5 points de plus de clics. Ben ça, plus ça, ben à la fin, tu vends plus, quoi, c'est tout. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un travail sur du long terme, quoi. Il y a rien de magique à part si tu pars de zéro et que ton site c'est une catastrophe. Là oui, mais si t'es déjà qui convertit et déjà qui vend, faire x2 du jour au lendemain avec une optimisation, ouais, j'y crois moins. Ouais, bien sûr. En tout cas, si quelqu'un m'a là, je l'apprends. Ouais. Top. Donc votre passage dans Qui veut tout le monde associé vous a permis de faire vraiment une grosse croissance, un x3 cette année. Déjà, félicitations pour ça. Vous êtes aussi distribué sur d'autres canaux. Je crois que vous êtes distribué sur Amazon et également dans plus de 500 pharmacies. Est-ce que ce passage justement, il t'a permis d'accélérer sur la partie retail? Ouais, complètement. La partie pharmacie, ça demande quand même d'avoir une certaine notoriété, une crédibilité auprès des pharmaciens et du corps médical. Et le passage, oui, a fait accélérer grandement les choses. Donc, on est passé. On avait commencé juste avant. On avait quasiment 0 pharmacie au moment de l'émission. On avait commencé en janvier et l'émission c'était en février. Donc, on avait que quelques points de vente et on est passé à 500 en même pas un an, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Donc on a donc aussi des salles de par jour en plus dans référencé dans votre base. Ouais, c'est allé assez vite. On a en plus des salles de sport, on a des coachs sportifs, on a des diététiciens, on a des centres esthétiques, voilà, tout ce qui touche au sport, santé, nutrition, bien-être, tu vois, au sens large, tous ces concepts-là. Après, on a été contacté par la grande distribution, on a été contacté par différentes grandes marques revendeurs, mais pour l'instant, on essaye de pas trop s'éparpiller non plus pour maîtriser aussi le concept, la marque. C'est hyper important pour nous. Pas faire n'importe quoi. Très bien. Et pour toi, en termes de pilotage de tes investissements ads, aujourd'hui, ça rajoute un point de contact supplémentaire qui va rajouter du flou, des notions complémentaires à prendre dans tes tableaux, parce que dorénavant, une personne peut t'avoir découvert via une ads et acheter en pharmacie, ou t'avoir découvert en pharmacie et taper ton nom ensuite sur Google et convertir de cette manière-là. Ça va encore complexifier, mais évidemment pour le bien, pour la bonne cause, cette manière de l'analyser. C'est très très dur de l'analyser. On sait que c'est de plus en plus difficile de traquer. Donc, comme tu le dis, tu regardes un peu tout et tu fais une petite synthèse de ça avec une part de feeling, parce que tu connais le moteur, quoi, en tout cas de ton business. Donc tous les mois, je fais un arrêt sur image. Où je regarde qu'est-ce qui s'est passé en pharma, qu'est-ce qui s'est passé sur le Shopify, qu'est-ce qu'il y a eu sur nos dépenses. Et voilà, c'est un pilotage, tu prends beaucoup de recul, mais d'être très précis, c'est hyper dur, quoi. Surtout que moi, j'ai des fois des gens qui vont acheter mon bol en pharmacie, qui rentrent chez eux, qui téléchargent l'appli, et là les gens s'abonnent. Donc ce revenu-là, récurrent, il vient pas de la vente de mon Shopify, il vient de la vente de ma pharmacie. Je le fais rentrer dans la LTV, mais dans laquelle? C'est un petit enfer, tu vois. C'est là où justement tout ce qui est déclaratif va prendre de plus en plus de poids dans tes décisions, parce que rien ne vaudra ce qu'on a sous-estimé aussi. Ça aussi, c'est un truc qu'on a sous-estimé. Tu m'as posé 2 fois la question, mais c'est quelque chose qu'on a mis du temps à mettre en place, et là qu'on est en train de mettre en place, et qui va être hyper important, qu'on met en place sur l'application et sur le Shopify, pour avoir un maximum de data pour nous aider à piloter. Parce que là, justement, on rentre vraiment dans la phase où on n'est pas assez précis. Il faut qu'on évolue là-dessus, qu'on soit de plus en plus précis. Yes. Top. Donc, x3 cette année, plus d'une pharmacie par jour vous distribue. C'est ce qu'on appelle de l'hyper croissance. Comment on gère je veux avant ça refaire
un tour sur une de tes sur un de tes posts LinkedIn que j'ai vu passer il y a quelques jours, où t'es dans tes stocks et tu regardes tes stocks avec en te disant et tout cet argent qui dort sur des étagères. Comment on gère une année comme celle-ci où on a de l'hypercroissance et donc des scénarios où on va faire all-in d'un coup et puis ensuite avoir des gros succès? C'est quoi tes conseils, ton état d'esprit, ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est dur de donner du conseil sur ça. Le plus dur, de toute façon, de l'hypercroissance, c'est la trésor. Ce n'est que ça. Et les gens ont du mal à comprendre aussi cette notion-là. Ils te disent, bon, ben, t'es rentable, t'es en hypercroissance, mais comment t'as des problèmes de trésor? Tu vois, c'est un peu contre-intuitif. Tu sais pourquoi? Je comprends pas. Mais j'aime bien raconter cette histoire. C'est l'hypercroissance, c'est quoi? C'est au mois numéro 1, tu vends 1000. Au mois numéro 2, tu vends 2000. Au mois numéro 3, tu vends 3000. C'est ça l'hypercroissance. Ouais. Sauf qu'au mois numéro 3, pour vendre 3000, il faut les produire au mois numéro 1. Sauf qu'au mois numéro 1, t'as vendu que 1000. Donc tu fais comment pour financer tes 3000? Voilà, et c'est exactement ça le problème d'hypercroissance. Je sais pas si c'est bien schématisé, mais il faut faire comprendre aux gens. Ouais, si. C'est bien schématisé. C'est-à-dire qu'il faut que toi t'avances faut que tu sortes l'argent avant de la récupérer. Et il faut que tu sois en plus de ça sûr de les vendre, tes 3000. Exactement. Et je vais aller encore plus loin. C'est que le mois numéro 6, où je dois sortir un nouveau produit pour continuer d'exister, il faut que je le développe au mois numéro 1. Ouais. Aussi. Donc c'est ça qui est très difficile à gérer. C'est pour ça que les entreprises lèvent de l'argent aussi. Celles qui sont en hypercroissance parce qu'ils ont besoin de cash. Donc et la clé pour tout ça, juste pour finaliser sur ça, c'est de faire du flux tendu du mieux possible. Okay. Et d'étaler les paiements du mieux possible et de décaler les paiements du mieux possible. Ouais. Donc payer le plus loin possible tes fournisseurs ou étaler toutes les factures. Il n'y a pas de miracle. Ou sinon, faire du SaaS, t'as 0 fabrication, 0 stock et 0 produit. Et là, au moins, t'as pas tous ces soucis. C'est un peu plus simple. Il y a d'autres soucis, attention, mais... Vous avez aussi un peu de récurrence qui vient justement grâce à l'application. Vous avez aussi développé des petits sacs isothermes, des produits complémentaires peut-être qui vous aident justement aussi à améliorer de la LTV de vos clients actuels. Ouais, clairement, on a un abonnement sur l'application qui permet d'avoir accès à une fonctionnalité premium qui est le chat avec son diététicien nutritionniste. Qui marche plutôt bien, et l'idée aussi de faire cette nouvelle application, c'est de capitaliser encore plus sur cette app pour qu'elle nous génère encore plus de revenus, pour être un peu plus confort sur ce repeat-là. On le sait, aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est acquérir des nouveaux clients. Donc, à force de faire que ça, tu t'essouffles. Donc, l'objectif pour nous, c'est de les garder le plus longtemps possible dans une expérience et des conseils quotidiens, quoi. Ouais. Top. Et puis je pense aussi, là après ça ne, c'est mon avis, mais pour faire de l'hypercroissance, il faut aussi avoir un fondateur ou une équipe fondatrice qui veut faire de l'hypercroissance, parce que prendre ce risque d'arriver un soir de qui veut être mon associé avec 0 sur le compte en banque sans savoir si on passe à 21h15 ou à 23h30. Faut avoir de le faire. Voilà, faut avoir le courage de le faire. Ça commence pareil. Voilà. Non, bien sûr, de toute façon, ça n'a été que ça. Maju, de toute façon, on a été au pied du mur un nombre de fois incalculable. Mais tu l'as encore vécu ce scénario cette année? Non, cette année non, on l'a pas vécu, mais avant l'émission où on a été un peu en lumière, il s'est passé tout un tas de choses où on a failli planter la boîte, je sais pas combien de fois, on a failli tout arrêter, enfin, on a un peu tout vécu, quoi. Je pense qu'il faut passer par là aussi pour grandir vite. Il y a que comme ça, de toute façon, il y a personne qui a réussi sur le canapé, malheureusement. Ouais. Au bout d'un moment, il faut tout poser sur la table, et si tu veux grandir vite, c'est toujours pareil. Mais dans notre univers qui est e-commerce, qui est DNVB, qui est quand même mass market, il n'y a pas le choix que de grandir vite. Ouais. Soit tu grandis vite, soit tu meurs.
Tu peux pas être tranquille, c'est pas possible. Il y a tout qui va tellement vite, la concurrence va tellement vite, c'est tellement dur de vendre qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire plus. À mon avis, c'est hyper dur. Sinon. Non mais top. Mais c'est toujours intéressant de voir aussi que la mentalité et l'état d'esprit vient aussi avec les chiffres qu'on obtient avec son entreprise d'une manière générale. Top. Merci beaucoup Julien pour tous ces retours d'expérience. Tu viens pendant 1 heure de vraiment nous faire rentrer à l'intérieur de Maju, de votre fonctionnement. C'est top. Est-ce que tu vois peut-être une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, franchement, c'était cool de pouvoir partager tout ça. On aurait pu passer des jours et des jours à refaire toute l'histoire. Ouais. Mais non, c'est pas des questions particulières, mais faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui se lancent, de plus en plus de gens qui créent de la valeur. C'est important, donc donner aussi de la force à tous ceux qui ont envie de se lancer. Ça, c'est la base. Ouais. Et s'entraider. Voilà. Ouais. Donc on est là, on est dispo pour vous aider. Non, c'est top. Non, effectivement, c'est le but de ce podcast, c'est de pouvoir aussi, quand toi t'es de ton côté, t'as tes œillères, tu pilotes Maju avec ton idée, et parfois tu peux avoir la tête dans le guidon et peut-être pas avoir cette notion de qu'est-ce que font les autres à côté, et peut-être des idées qui pourraient être utiles pour toi. C'est le but de ce podcast-là, et je pense que là, typiquement, on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de retours d'expérience qui, j'en suis sûr, seront utiles à beaucoup de personnes qui, comme toi, sont des fondateurs de marques comme Maju, ou sont responsables e-commerce, directeurs marketing, etc. C'est le but en tout cas. Top. Je vais terminer par mes 2 questions habituelles. Est-ce que tu as une marque, une DNVB, que t'adores consommer, ou dont t'adores justement le développement en ligne, qui t'inspire, que tu pourrais nous citer? Ouais, j'en ai une, c'est AirUp, les gourdes. Ouais. J'adore l'innovation du produit, j'adore leur DA, leur stratégie d'acquisition. Je suis assez fan, et j'admire beaucoup cette marque. Ouais. Ok. C'est vraiment incroyable. Très bien. Effectivement, c'est une très belle marque. Ouais. C'est des Français, non, c'est des Américains. Allemands. Ok. Allemands, ouais. Très bien. Franchement, je les trouve très forts, très fort. Et dernière question, qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter dans ce podcast? Je te conseillerais d'inviter. Si t'as personne, on peut. Ouais, tu me prends de court, mais non. Le fondateur de Nali. Ah ouais. Qui est passé aussi dans Qui veut être massacré l'année dernière. Nadir. Ouais. Nadir qui a une histoire de ouf et une belle trajectoire, en tout cas sur le produit, assez incroyable. Donc intéressant. Et j'utiliserai ce passage de notre épisode pour le contacter. Trop Top. Cool. Écoute, merci beaucoup Julien merci à toi pour ton temps et pour tous ces précieux conseils. Et puis je te souhaite un bon Q5 avec Maju, et puis un bon mois de janvier, plein de bonnes résolutions. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, et à très bientôt. Top. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu, et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.